Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un pilote presque parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Un pilote presque parfait, PPP pour les intimes, qu'est-ce que c'est? Petit rappel, vu que c'est la rentrée, pour celles et ceux qui découvrent ce podcast, 3 personnes sont autour du micro, on vient discuter d'une série mais en évoquant uniquement son premier épisode. Il peut s'agir d'une série culte ou moins connue du grand public, peu importe, on la passe en revue du premier au dernier plan et à l'issue de notre conversation, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note allant de 0 à 10. L'objectif est d'établir un classement général pour nous qui sommes à la recherche du meilleur pilote de toute l'histoire des séries. À mes côtés, aujourd'hui, une voix déjà entendue dans le premier numéro de PPP, où on avait parlé de Fleabag, il s'agit de Franck. Salut Franck. Salut Junior. Tout va bien ? Bah écoute, oui, très heureux de vous retrouver déjà pour la rentrée et puis de retrouver PPP pour ce nouvel épisode. Quant à elle, elle a déjà participé à des épisodes de la saison des séries, notamment celui consacré à 10%. Il s'agit d'Alexandra. Salut Alex. Salut Junior. Sois la bienvenue pour ta première dans PPP, tout va bien ? Oui, bah écoute, merci beaucoup pour cette invitation. En tout cas, on est partis ensemble pour évoquer une série, direction les années 90, avec Dawson ou Dawson's Creek en VO. Elle a été lancée en 98 sur la chaîne WB, Warner Bros, et s'est achevée en 2003 après 6 saisons. C'est une création de Kevin Williamson. Dawson est actuellement disponible sur Netflix, Amazon, mais aussi sur MyTF1 gratuitement si vous n'êtes pas abonné aux plateformes, c'est bon à savoir. Pour entendre à quoi ça ressemble, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. Non, Joey, t'en vas pas comme ça. Explique-toi. Je crois que nos hormones sont en ébullition et ça peut mal se terminer si on fait pas attention. Dis-moi, tes hormones, elles seraient pas un peu amoureuses de moi ? Amoureuse de toi? Non, je suis pas amoureuse de toi, Dawson. On se connaît depuis trop longtemps. Je t'ai vu rôter, vomir, te mettre le doigt dans le nez et j'en passe. Comment veux-tu que je sois amoureuse de toi? Alors, quel est le problème ? On change et on doit veiller à ce que la relation homme-femme ne vienne pas tout gâcher. La relation homme-femme, quand Harry rencontre Sally ? Oh, t'inquiète pas, ça peut pas nous arriver à nous. Qu'est-ce que tu en sais? Parce qu'on va dormir, je suis crevé. Tu fuis le sujet? Non, c'est une preuve. La preuve qu'on peut rester amis malgré tous les semblants de théories sur la sexualité. Alors, pour celles et ceux qui n'ont peut-être jamais maté Dawson, Alex, c'est à toi de nous résumer la série. En quelques mots, c'est quoi le pitch de Dawson ? Alors Dawson Leary, alors c'est un ado de 15 ans. Il est passionné de cinéma et il a 2 meilleurs amis, donc une fille, Joey Potter, et Pacey Witter. Donc il est obsédé par Spielberg, il pense que sa vie est un film tous les jours et ça énerve beaucoup ses amis. Et en fait on voit pendant le pilote, on voit arriver l'élément un peu perturbateur qui est la 4e pote du groupe, donc Jane. Et il va être question de triangles au pluriel, de plusieurs triangles amoureux. Entre les 3, parfois entre les 4, enfin ça va être ambigu à travers toutes les saisons. Et donc voilà, enfin en vrai il se passe pas grand chose quoi, c'est des lycéens et les paysages sont cool, voilà. Ouais, on voit pas mal de plans sur des rivières du Massachusetts, dans la banlieue de Boston à Capside. Bon, on va en revenir là-dessus, j'espère qu'il se passe quand même pas mal de choses dans le pilote. Très rapidement, en 2 mots, Dawson, ça représente quoi pour vous ? Quels souvenirs vous en avez ? Est-ce que c'est une série culte pour vous ou pas du tout ? Franck ? Alors oui, c'est une série culte pour moi et alors après moi ça me rappelle il y a longtemps en fait parce que je la regardais quand elle est sortie, donc il y a 20 ans, je la regardais sur TF1 quand ça sortait. Alors je pense pas avoir vu tous les épisodes, j'en ai vu pas mal, mais là du coup pour revoir le premier épisode pour le podcast, je me rappelais quasiment pas de ce qui se passait en fait dans ce premier épisode, à part des grandes thématiques dont on parlera, voilà, qui reviennent tout au long de la série. C'est mes années lycée en fait, ça correspondait théoriquement avec l'âge qu'ils avaient. Pas physiquement, mais théoriquement Ouais. avec l'âge qu'ils sont censés avoir. Et toi Alex, on va y revenir, je me reconnais vachement dans ce que tu dis, Franck, je me reconnais vraiment dans ce que tu dis, on est de la même génération quasiment. Alex ? Je suis de votre génération aussi. Oui, moi je me souviens, ça passait le dimanche en fin d'après-midi à peu près. J'étais pas plus curieuse que ça, c'est surtout une de mes amies au lycée qui était à fond. Et elle disait que c'était génial, etc. Et je me souviens, elle demandait des fois
à une d'entre nous du groupe si on pouvait enregistrer parce qu'elle avait une réunion de famille ou quelque chose comme ça et elle allait rater le truc. Et moi, contrairement à elle, bon, je regardais quand j'étais là, quand j'avais rien d'autre à faire, mais je zappais les 3 quarts du temps. Donc ça montre qu'à l'époque, j'avais pas non plus envie de suivre avec autant d'assiduité. Mais je trouvais ça cool, quoi. En fait, moi, ça me faisait passer le temps, mais ça me passionnait pas. Oui, dans les années 90, il faut savoir que TF1 diffusait un épisode inédit, d'abord les dimanches soirs, et après ça a été quand il y a eu du stock et que on arrivait à 4, 5, 6 saisons, il y a eu beaucoup de rediffusions du lundi au vendredi dans la case de l'after school, et moi c'est là où j'ai plus découvert Dawson, pas tellement le dimanche après-midi, mais plus en fin de journée, et j'ai vu les 6 saisons, j'ai des souvenirs de l'époque, enfin j'ai vu les 6 saisons, en fait je les ai vus par morceaux, quoi, parce que comme l'expliquait à l'instant Alex, quand on les ratait, on pouvait pas les rattraper, on n'avait pas de replay dans les années 90. Et j'ai quand même réussi à voir de la saison 1 à la saison 6, mais j'ai raté beaucoup d'étapes et c'est pas bien grave parce que visiblement il se passait pas grand chose. Et sinon, ouais, c'est une des premières séries qui m'a profondément ému, dont la fin m'a profondément ému. Et l'un de mes premiers crushs aussi avec Katie Holmes, avec Joey, mais ça on en parlera. Donc, faut bien l'avouer. Le pilote s'ouvre sur la rivière de Capside, puis sur la grande maison de Dawson, où notre héros est tranquillement posé dans sa chambre avec sa pote Joey. Devant une bonne vieille VHS, il mate E.T. D'ailleurs, Joey Potter sort la fameuse réplique en VF, E.T. téléphone maison, sauf que Dawson, en fait, il a trop le seum, parce que l'Oscar, il l'a pas gagné, Spielberg, c'est Gandhi qui l'a eu. Bref, là, on nous fait clairement comprendre, pour Dawson, Spielberg, c'est le meilleur, quoi. C'est sa vie, Spielberg. En même temps, il a pas tort. C'est vraiment... c'est un des meilleurs. Bref, c'est pas tout ça, mais il se fait tard. Joey doit rentrer, et elle a la particularité de passer par quel coin, d'ailleurs ? La fenêtre. Ça va devenir un des gimmicks de la série, parce que Dawson le fait aussi, et ils s'en servent... voilà. Mais même dans Scary Movie, il s'en moque. Et Oui. il y a Dawson, enfin l'acteur qui joue et qui apparaît à un moment à la fenêtre de la fille qui est supposée être Sydney dans Scream. Et du coup, il apparaît, il dit « Ah non, excusez-moi, je me suis trompé de fenêtre », et il se barre. Excellent, avec la musique du générique, justement, le I Don't Wanna Wait. En effet, c'était sympa comme clin d'œil. Et là, on finit par tomber dans une discussion où Dawson ne comprend pas pourquoi Joey doit rentrer alors qu'ils ont l'habitude de dormir ensemble depuis 7 ans. Vous le sentez, le malaise, ou pas ? Et Dawson ne comprend pas, d'autant plus qu'on est un samedi soir. Joey se défend, elle dit « Écoute, t'es bien gentil, mais j'ai de la poitrine, quoi, et t'as des parties génitales, c'est plus possible !» Et en fait, moi perso, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est que Joey est présenté comme étant plus mature que son amie. Elle se rend compte qu'avec les hormones en ébullition, dormir avec quelqu'un du sexe opposé, ça peut prêter à confusion, quoi. Oui, on Oui, tout à voit fait. qu'elle est très embarrassée parce qu'après, donc il arrive à la convaincre de rester. Donc elle dit oh bah oui d'accord, etc. Mais on voit qu'elle se met à l'extrémité gauche du lit, un peu comme ça. On voit qu'elle se retourne, elle essaye de trouver, mais on voit qu'elle est un peu, elle est embarrassée quoi. Et Dawson lui prend toute la place, il est comme ça, il occupe les 3 quarts du lit et il s'en fiche royalement quoi. C'est comment on dit déjà, le manspreading. C'est ça, tout à fait. Mais après, là aussi, on se rend compte, parce que dans cette discussion, on découvre en fait qu'ils sont censés avoir 15 ans, mais que clairement, à l'écran, ils font pas 15 ans, enfin, ils ont pas 15 ans, quoi. Ils ont facile 20 ans, voire plus. Et ça, du coup, ça devient rapidement gênant. Après, c'est une des séries qui a popularisé ce système de dire, en fait, on a des acteurs de 20 ans qui sont censés jouer des gosses de 15 ans. Ouais, et puis il faut préciser que dans leur façon de parler aussi, ils parlent pas comme des ados, ils parlent comme des adultes, c'est super réfléchi, ils ont des réflexions métaphysiques un peu sur tout, quoi. Oui, et puis Ah oui, aussi, complètement, enfin, oui. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les analyses cinématographiques que tu dis, mais ils sortent tous d'une licence cinéma, c'est pas possible, Alors, quoi. après, ça, je pense que c'est la patte de Kevin Williamson. Et en fait, il fait exactement la même chose que ce qu'il fait dans Scream. Dans Scream, Kevin Williamson, en fait, les personnages interagissent comme s'ils étaient dans un film d'horreur. En tout cas, au moins Dawson, pas les autres. Mais Dawson, il vit comme s'il était dans un film de Spielberg, quoi. Lui, son rêve, c'est ça. Et il fait comme ça. Et en fait, je pense que c'est l'écriture de Kevin Williamson qui fait ça avec extrêmement référencé, là, du coup, sur les films de Spielberg et sur le cinéma en général. Donc précisons que Kevin Williamson, en fait, était scénariste sur Scream, film réalisé par Wes Craven. Il était en plein succès, hein. Là, on est 2 ans après Scream, en fait, au moment où Dawson sort. Il a fait le premier, le 2, il est revenu sur le 4. Voilà. Et il a fait aussi Souviens-toi l'été dernier, je crois. Parce qu'on voit une affiche à un moment. Ouais.
Et plus tard dans la saison, d'ailleurs, il mate, souviens-toi l'été dernier, Dawson et Joey. Et la scène, en fait, se termine sur le fait que pour Dawson, déjà, il arrive à convaincre Joey de rester, hein, de dormir avec lui. Pour lui, en VF toujours, elle fait sa bonne femme, ils sont amis, rien de plus, on n'en parle plus. Est-ce que du coup il y a des différences en VO? Parce que pour le coup moi j'ai regardé en VF, et est-ce qu'en VO il y a une différence sur ce qu'ils disent Oui, Alex. Là, je me souviens plus de ce moment en particulier. Non, là pour le coup, je sais pas toi Junior si tu te souviens d'une Non, différence. j'ai pas, c'est pas ce C'est qui m'a pas à marqué ce le plus moment-là dans le décalage de traduction. Il y en a d'autres, on va y revenir. En tout cas, ça s'arrête là, la scène s'arrête là. Et d'ailleurs, à la fin, il dit, mais pourquoi on s'est pris la tête déjà, Dawson? Et là, le générique part. Et j'ai une question à vous poser, les amis. J'envoie quel générique? Celui de Paula Cole, I Don't Want to Wait, ou Run Like Mad de Yann Arden. Alors moi je suis sur I Don't Want to Wait, hein. C'est-à-dire celui qu'il y avait sur ATF1, enfin voilà, c'est ce générique-là que j'ai entendu. Pour le coup, quand j'ai regardé l'épisode, il y avait l'autre générique, et j'étais très perturbé, je me dis mais non, mais c'est pas ça le générique de Dawson normalement. Oui. Et il faut savoir qu'à la base de la base de la base, c'était Alanis Morissette, mais qui a refusé de céder pour My Hands in the Pocket. Et du coup, en fait, ça aurait été encore plus branché, parce qu'en plus, Alanis Morissette, à cette époque, elle était quand même au sommet de son succès. Et du coup, voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et après, pour les génériques, au final, on ne sait plus trop. Puisqu'après, quand c'est passé en DVD, ils n'avaient plus les droits d'auteur pour le premier générique, et du coup, ils ont dû balancer l'autre. Mais du coup, il y a un décalage de quand on regarde en DVD et quand on matait sur TF1, quoi. Et du coup, en Netflix aussi, puisque Netflix, c'est comme la version DVD. Oui. C'est ça, exactement. Pour des raisons de droit, ils peuvent plus utiliser la chanson de Paula Cole. Mais je vous propose de l'écouter parce que la série est actuellement rediffusée sur TFX et vous avez le droit justement à la chanson de Paula Cole. T'es d'accord, Alex? On envoie celle-là? Oui, oui. Allez. Une petite précision, quelques jours après notre enregistrement, Netflix a annoncé le 1er septembre dernier que le générique d'origine que vous venez d'entendre est à nouveau disponible sur leur plateforme. En effet, Paula Cole, qui ne détenait aucun droit sur la chanson, a à nouveau réenregistré I Don't Want to Wait afin que les fans de la série puissent réentendre le vrai générique. Les plus pointilleux d'entre vous vont sûrement remarquer qu'il y a une légère différence entre la version de 2021 et celle des années 90. On arrive là sur le tournage du court-métrage de Dawson. Oui, alors là, on voit une scène tournée par les trois amis, donc Dawson derrière la caméra, Joey et Pacey qui jouent. Et donc, toujours la petite touche effrayante, grosse bébête, etc. Donc, Pacey est dans un affreux costume d'espèce de monstre marin. Il se jette sur Joey, il la fait tomber à l'eau, etc. Entre-temps, apparemment, elle lui met une main aux fesses et elle dit « Oh non, pas encore », parce qu'apparemment, c'est pas la première fois. Donc là, on sera un peu dans le hashtag MeToo avant l'heure, n'est-ce pas? Agression sexuelle. Et là, tout d'un coup, pendant qu'il s'embrouille, arrive un taxi, jaune évidemment, hein, pour pas tomber dans le cliché. Et là, une ado, pas si ado que ça, blonde, en petite robe légère, fleurie, descend. Et là, il y a un ralenti méga kitsch, digne d'un alerte à Malibu. Il lui manque plus que le costume orange et elle court sur la plage et ça fait un peu le même cliché. Déjà, elle a des habits qui correspondent pas vraiment à une enfant de 15 ans, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est clair, oui. Mais toutes les femmes, à part Joey, du coup, mais les autres femmes, elles ont pas des habits, elles ont que des habits affriolants, quoi. T'es en train de nous dire qu'on sexualisait déjà à l'époque? Ah, mais carrément. Après, je pense que les ados des années 90, les ados filles,
peut-être ont été les premières à être autant dans le superflu, à commencer à se maquiller très jeune, etc. Avant, les ados, oui, c'était un peu limite garçon manqué, très nature. Et il me semble que c'est dans les années 90 que tout part en couille, si vous me permettez l'expression. On y va à coups de gloss brillants, ultra brillants, à paillettes, etc. Ah bah c'est les Space Girls. Oui, voilà, ça. exactement. Le look Spice Girl a complètement révolutionné le look des ados des 90s, quoi. Donc, oui, c'est dans l'air du temps, en fait. L'arrivée de Jen est marquée par une chanson qui, pour bien surligner la scène, Hey Pretty Girl. Bah oui. Qui répète à l'envi le chanteur. Enfin, c'est vraiment grossier quoi, comme façon d'amener Ouais, là, c'est... ce deuxième personnage féminin. C'est too much. Et puis, alors, après, on voit les réactions. Alors, si on devait mettre une note à chaque réaction, donc celle de Pacey est très, très, très positive. Il accourt presque. Dawson, bon, il réagit, mais un peu moins que Pacey parce qu'il est plus dans la retenue, il est moins rentre-dedans et tout ça. Et alors Joey, réaction complètement négative, on pourrait presque lire dans ses pensées, elle se dirait mais c'est qui cette pouffe, elle débarque d'où quoi. Elle fait clairement la gueule. Hein, Oui. Bah, ils ont des réactions de stéréotypes en fait de ce que vont être leurs personnages quoi. Oui. C'est-à-dire que Joey c'est la fille, elle a présenté dès le début avec les hormones, maintenant j'ai de la poitrine, etc. Pacey pardon, on sent que lui il va être, c'est le dragueur et c'est vraiment l'adolescent par définition. Hein. Alors, il voit une fille et il est très très content. Et Dawson qui est hors du temps et qui est le rêveur. Comme un petit chien, il a la queue qui frétille ici, c'est Ah oui, insupportable. Et j'ai oublié de dire une chose sur la toute première scène, d'ailleurs, j'ai oublié de dire l'essentiel, c'est que en fait, Dawson n'a pas d'érection matinale. C'est-à-dire que le mec, il est à côté de Joey, et il n'y a rien qui se passe, quoi, qui est juste super joli. Le mec, il reste de marbre. Je sais pas comment il fait. Après en avoir eu plein les yeux avec Jen, direction la maison de Dawson. Voilà, et du coup, donc on suit Dawson et Pacey qui rentrent du coup dans la maison de Dawson et qui voient en fait les parents de Dawson en train de s'ébattre sur la table basse, voilà, sans aucune retenue. J'ai pas bien compris, tu peux répéter? Voilà, ils sont très très proches, ils font des choses que font les parents mais que les enfants n'ont pas envie de savoir. Et Dawson, du coup, il a cette réaction-là, il n'a pas envie de voir ses parents en train de s'envoyer en l'air sur la table basse. Par contre, Pacey reste imperturbable par cette scène. Voilà, il est plutôt très content de voir maman Dawson, mais il reste imperturbable par ce qui se passe. C'est pas très gênant pour lui de voir les parents de son meilleur pote en train de s'envoyer en l'air sur la table basse, ça le gêne pas. Et il me semble que Pacey complimente même la coiffure, la nouvelle coiffure de maman Dawson. Oui, il en loupe pas une, quoi. Dès qu'il peut draguer une fille, il le fait, quoi. C'est n'importe quoi. Et pendant toute la scène, je me suis dit, mais pourquoi Dawson et Pacey continuent de taper, discutent avec eux pendant qu'ils se rhabillent? C'est juste... C'est ça. Moi, ça m'arrive à machin, je me barre, en fait. Ah bah oui. Je parle que à mes parents pendant une semaine, quoi. Mais c'est tellement gênant. Et vous savez comment j'ai chapitré ce moment-là? En position papa-maman sur la table basse. Voilà. Ah, Donc, bah, et là, direction la maison de Joey. Oui. Donc on la voit en barque, comme on le voit souvent à travers toute cette saison et les futures également. Et du coup là, on découvre un peu son milieu. Donc on rencontre sa sœur, donc qui est enceinte, le petit ami de la sœur, et on voit qu'en fait, c'est plus, elle subit un peu une coloc avec ces deux-là. Et on voit que bon, ça risque d'être conflictuel entre les deux sœurs, hein, les sœurs Potter. Et on imagine aussi que c'est pas un milieu très, très facile en fait. Déjà, on voit clairement que c'est pauvre. La maison n'est pas aussi grande Oui. que celle de Dawson. Donc là, on fait la rencontre du copain de la sœur de Joey, qui a la particularité d'être noir. Ça a son importance hein, à cette époque-là. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça sera répété plusieurs fois à travers cette saison surtout. oui, ça posera des problèmes, effectivement. Et donc, en fait, le compagnon, on voit qu'il est très complice avec... c'est un futur papa, il fait goûter sa nouvelle petite sauce, etc. Et oui, et puis les deux et demi, puisqu'il y en a un dans le polichinelle, ils sont très... ils sont dans leur monde, et puis Joey, elle est quand même à part.
Et ça va être quand même symptomatique de la suite, parce qu'elle n'a pas trop d'intimité, elle considère un peu qu'elle squatte chez eux, et puis on apprendra dans une autre scène qu'en fait sa mère est décédée, que son père est en prison, et que du coup, oui, c'est un milieu familial assez compliqué. Moi, j'ai trouvé la scène pas super à droite. Je sais pas ce que t'en penses, Franck, mais... Bah, c'est une scène de caractérisation de personnage, quoi. À part qu'il y a beaucoup d'informations, ça aurait pu être un peu plus subtil, mais enfin, il y a une scène après, vraiment, où c'est Joey qui raconte sa vie. Et c'est beaucoup plus clair et direct, en fait. Voilà, mais du coup, je pense qu'ils veulent mettre dès le début, dire il faut qu'on caractérise les personnages, il faut qu'on voit qui sont ces personnages, et qu'on voit que l'important sur le premier épisode, c'est de voir qui est Dawson, et qu'il a une vie assez idyllique, et que les autres ont des vies compliquées par rapport à lui. Oui, et dans les vies compliquées, justement, on ajoute un peu de mystère comme ça, parce que c'est pas assez dans cette scène qu'on apprend que son père est en prison, que la mère est morte, on va l'apprendre plus tard. Et c'est pareil pour Jane, on sait qu'elle débarque de New York. Plus tard, dans une autre scène, ça sous-entend qu'elle aurait fait des bêtises, qu'elle arrive à Capside un peu comme punition pour être cadrée, etc. Mais au final, c'est longtemps après qu'on va vraiment savoir ce qu'elle a fabriqué à New York pour en arriver là. Alors ça, pour le coup, on va l'apprendre assez rapidement pourquoi c'est une forme de punition. Hein. C'est ça. On y arrive. On va avancer. My name's Tamara. What's yours? Pacey, nice to meet you. Well, there you go, Pacey. Great, thanks. Do you think I could help you locate a video this afternoon? Maybe. I'm in the mood for romance. We keep the new releases against... Oh, no, I'm vintage. All the way. The classics are in the... Where would I find The Graduate? The Graduate is the one... Where the older woman, Anne Bancroft, seduces the younger man, Dustin Hoffman? Checking. It's right there, Ash. Thanks. Oh. Is there anything else we can help you with? Oh, no, that should do it. How much? Pay when you return. Don't forget your credit card. Yeah, right here. Enjoy the film. I will. Alors on prend la direction du vidéoclub avec Dawson et Pacey, ils y travaillent, et là, passez-moi l'expression, il n'y a pas d'autre façon de définir ce personnage, on a la caractérisation d'une espèce de blonde un peu pain-bêche, pour ne pas dire pétasse, qui entre et qui demande « Ouais, c'est rangé où, Forrest Gump, comédie ou drama ?» Bah, c'est une emmerdeuse de première parce que son père est le patron du vidéoclub, elle fait des manières. Ça, c'est une scène qui est pas franchement utile, on va pas s'attarder là-dessus. Ce qui est intéressant... On peut juste dire sur cette scène, parce qu'on la reverra après, et en fait, elle s'appelle Nellie Olson. Et c'était le seul truc intéressant de ce personnage, c'est qu'il s'appelle Nellie Olson. Super. Voilà. Et là, scène suivante, Tamara, une jeune trentenaire magnifique, débarque dans le vidéoclub. Pacey bave à nouveau et dégage bien comme il faut avec son coup de Dawson pour gérer Tamara et être seule avec. Tamara lui dit « Écoutez, moi je suis intéressée que par les vieux films et je veux le lauréat. » Tiens. Faut quand même dire qu'elle a un sourire béat et drague un peu. Le Pacey, c'est le Pampour sur la Garonne, le choix du lauréat. Le tout sur une musique de film porno des années 80. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Et avec, elle vient en nuisette. Enfin, la robe qu'elle a, c'est une nuisette, hein, clairement. Enfin, c'est pas encore. Enfin, les habits des femmes dans cette série. Enfin, là, on en a vu 2 pour l'instant. Dès qu'elle rentre. Enfin, quand elle est rentrée, je me suis dit, en fait, elle est en nuisette, là. Elle vient en pyjama chercher une cassette, quoi. Oui, comme une des Spice Girls qui était souvent... nuisette, ça fait une robe à bretelles très courte dans un tissu très léger, ouais. C'était la tenue pour draguer à l'époque, j'imagine. C'est très décontracté, en tout cas. Voilà. Et puis Dawson se fout ouvertement de la gueule de Pacey en lui disant « Non, mais te fatigue pas, mec. Elle voulait Dustin Hoffman, hein, pas Pacey. » Voilà. Mais après aussi, pour revenir sur le lauréat... Oui, on peut rappeler ce que c'est. Oui, hein. alors c'est un film avec Dustin Hoffman... Et puis, le lauréat, c'est un étudiant, et puis il va sortir avec une femme d'âge mûr, en fait, c'est ça. Mais le truc, c'est que du coup, à l'époque, combien de lycéens qui regardent Dawson dans les années 90 ont déjà vu le lauréat, sachant que c'est un film qui date... c'est les années 60, non, il me semble. Il me semble. Enfin, c'est franchement... 70 peut-être. Oui, mais bon, c'est pas... C'était il y a 20 ans, enfin par rapport aux années 90, c'était déjà il y a 20 ans. Oui, et du coup, en fait, moi j'ai connu quand j'avais la petite vingtaine, parce que j'ai un peu étudié les trucs de Cinoche, mais sinon, quand j'étais lycéenne, je ne savais pas ce que c'était le lauréat,
Et j'avais pas la ref, en fait. Peut-être qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus la référence. Je pense que c'est un film beaucoup plus connu. Pour le coup, l'affiche, par exemple, est souvent reprise actuellement pour d'autres affiches. Il y a des références qui sont faites. Voilà. Après, je pense qu'en France, on a beaucoup moins la référence de ce film, à part la musique, peut-être. Oui, et puis il y a des cours de cinéma plus facilement dans les lycées américains. Donc apparemment, même dans un petit trou perdu comme Capside, alors que nous, en France... faut vraiment aller dans un lycée d'une grande ville qui propose l'option cinéma au bac, etc. C'est moins démocratisé quand même. Pour info, les amis, le lauréat date de 1967. Ah. Voilà, c'était un film culte donc avec Dustin Hoffman. Donc fin des années 60. On poursuit et on rejoint Dawson et Jen au bord de la rivière sur un ponton. Voilà, qui sont au bord du coup de l'étang en fait. Je pense que c'est l'étang qu'il y a autour de chez eux et c'est de là d'où vient le titre, Dawson's Creek. Oui. C'est ça en fait. Nous on l'a pas en France, mais le titre américain, comme tu l'as dit au début, c'est Dawson's Creek. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plans qui sont autour de ça. Je dis rivière, toi tu dis étang. En fait, creek, on peut traduire par plein de trucs. Ruisseau, rivière, ouais, une enfin, c'est un cours, il y a de l'eau quoi. Ouais. Voilà. Il y a de l'eau et ils font de la barque. Voilà. Et là c'est une des scènes, je trouve, qui caractérise, qui revient souvent en fait. C'est-à-dire qu'il y a, justement, ils sont au bord de la rivière, du point d'eau. Il y a une super musique des années 90 qui est là, il y a le coucher de soleil, ouais, donc c'est assez romantique, et on retrouve donc du coup Dawson qui discute avec Jen. Ouais, ça va être une des nombreuses scènes où on voit qu'ils commencent à essayer de se rencontrer, de discuter entre eux, voilà, et de caractériser le personnage de Dawson. Il reparle encore du coup de sa passion pour Spielberg, et il explique à quoi ça lui sert, et du coup pour lui c'est fuir la réalité, et avec sa théorie sur Spielberg, en fait, que on peut tout trouver, toutes ces réponses de toutes les questions de l'univers, en fait, que lui se pose en tout cas, on peut les trouver en regardant un film de Spielberg. Donc ça caractérise bien le personnage qui, comme je disais tout à l'heure, en fait, pour lui, il vit dans un film. Et donc les réponses, forcément, qu'il va trouver à sa vie, il va les trouver dans un film de Spielberg. Et sa chambre, il l'appelle même pas ça sa chambre, c'est un studio, quoi. Un studio de cinéma. C'est ça, parce qu'après, du coup, on va dans la chambre et il explique comment est aménagée sa chambre. Donc il voit que pour lui, c'est un studio de cinéma. Et il y a des affiches de tous les films de Spielberg qui sont rangées par ordre de box-office. Il le dit, d'ailleurs, il vénère ce type comme un dieu. Ah oui, complètement. Bah, si pour lui, il y a toutes les questions, toutes ces questions existentielles, il peut y répondre en regardant un film de Spielberg. Forcément, pour lui, sa religion, c'est le cinéma, quoi. Mais justement, Jane, elle va lui répondre que c'est une névrose obsessionnelle, quoi. C'est marrant qu'elle utilise des termes psychologiques, tu vois, tout de suite des termes scientifiques pour définir la personnalité de Dawson. Ils sont beaucoup trop intelligents pour leur âge, quoi. C'est pas possible. Clairement, les dialogues, il y a un problème sur les dialogues. Ils ont 15 ans. Ça a été écrit par Robert qui a 55 ans et 30 ans de psychothérapie, tu sais. C'est ça. Alors on arrive à Joey, donc qui attention, monte. Danger. Donc Joey monte, mais là elle entend la voix de Jane, et du coup elle se cache, et c'est à ce moment-là que la grand-mère de Jane l'appelle. Et donc elles font un chassé-croisé, quoi. Elles se croisent même pas. Il y en a une qui sort par la porte et l'autre qui sort par la fenêtre. Ça fait un jeu comme ça d'entrée et de sortie. Et justement, c'est très métaphorique parce qu'en fait, c'est quand il y en a une qui va sortir... Ça spoil un peu presque. Hein. C'est quand Jane ne sortira plus avec Dawson que c'est Joey qui sortira avec. Donc ça annonce un peu le truc quand même. Ouais, tu veux dire que ça fait écho à la fin de la saison 1, quoi. C'est pas un gros spoil. Hein. D'ailleurs, les deux épisodes se répondent beaucoup quand on les voit. Et ça fait vraiment l'une remplace l'autre, en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là que Dawson confie ses doutes à Joey en regardant sa mère travailler. Donc elle est présentatrice à la télé. Et il lui dit qu'il pense avoir des doutes sur la fidélité de sa mère. Et il pense que sa mère, en gros, se tape son collègue. Et elle lui dit, mais attends, mais t'es dingue, tu dis n'importe quoi. Après, là, je pense que c'est là aussi où elle lui dit, en fait, tu cherches des problèmes dans ta vie parce que t'en as pas, quoi. Tu cherches des conflits pour avoir des dénouements, des trucs. Et tout ça, d'ailleurs, cette théorie du fait que sa mère trompe son père, Dawson, il échafaude tout bêtement, quoi. Il se base sur la façon de prononcer le nom, le Bob. Ouais. Mais pareil, les ados font pas ça. Depuis quand les ados analysent la manière de parler de leurs parents En fait, Dawson, c'est Kyle Lightman dans Lie to Me, quoi. Les sériphiles comprendront la référence. C'est le mec, il analyse les menteurs. Bref.
Ok, on va pas s'attarder justement sur Jen et son grand-père, hein. Elle se regarde les cicatrices de son grand-père, c'est pas d'un grand intérêt. On passe plutôt à Mamie Jen, alors je l'ai appelée Mamie coincée moi. Elle veut pas que Jen fréquente Dawson parce que Joey va tout le temps voir le fils du voisin, comme dit la mamie, par l'échelle depuis 10 ans. En plus, ils vont pas à l'église, c'est vraiment de la mauvaise graine, faut pas que tu traînes avec eux. Et là, la scène suivante, Jen finit par avouer à sa grand-mère qu'elle ne croit absolument pas en Dieu. Et là, je vous jure que la tête de la grand-mère aurait pu faire un mème ou un gif, ce que vous voulez. Véridique. Hey, how's it going? I could really use a cigarette. You smoke? Oh, I quit. I'm just a little tense. Well, you're hiding it well. I have a great denial system. Yeah, it's the first day. We're all a little tense. It'll get easier. Good. How's your schedule? They screwed up mine. Who do you have first period? Brinson, biology. I was just heading that way. How are you? Scène suivante, on fait la rencontre de Nellie Olson, dont on a parlé avec Franck un peu plus tôt. Franchement, on s'en fiche, on va pas la garder cette scène. On va tout de suite voir un peu comment chaque personnage, donc les 4 personnages principaux, vont aborder leur premier jour de rentrée. Ils font leur rentrée comme nous. Et bien là, on va vous parler de la rentrée des 4 héros de Dawson. Oui, et c'est une rentrée en musique parce que là, du coup, il y a vraiment une énergie, une toute autre énergie à partir de cette scène. Et donc c'est un groupe qui avait cartonné à l'époque, c'était un peu du punk, du folk punk. Et c'était le groupe Chumbawamba avec la chanson Tum Tum Ping, avec mon accent dégueulasse. Et oui, et du coup là il y a un autre ton, ça fait tout de suite beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rock'n'roll, rebelle. D'ailleurs, une petite anecdote sur ce groupe. Ce groupe avait conseillé à ses fans d'aller voler leur album dans les magasins. Et du coup, leur album s'était retrouvé en vente, mais à la caisse, quoi, pour éviter les vols, puisque c'était le groupe lui-même. Enfin, c'est un groupe punk, quoi. C'était des anarchistes, etc. Et du coup, on se dit que c'est un peu... Enfin, quand on connaît un peu l'histoire du groupe comme ça colle pas à Dawson, alors qu'en fait, un peu quand même, quoi. Non, mais c'est un vrai coup marketing aussi, surtout. Oui. C'est ça le truc. Clairement, mais justement, ce genre de chanson, on l'attendait peut-être pas à ce moment-là. Ça vient un peu réveiller le public, parce qu'on commence un peu à s'endormir entre les mamours par-ci, les fausses confidences par-là. Oui, il se passe pas grand-chose, donc là, ça vient vraiment... Et puis, on rentre dans un lieu beaucoup plus vivant aussi, qui est le lycée, donc il fallait que ça colle. Et justement, est-ce que la rentrée est agitée, ou est-ce qu'au contraire, elle est aussi calme que la rivière de Dawson ? Bah oui, il y a de l'agitation, il y a du stress, il y a donc Jane qui fait la rencontre d'une fameuse Nellie Olson et du coup ça fait sourire quoi. On pense forcément à la petite maison dans la prairie et à la peste blonde. Oui, il y a beaucoup de références finalement, il n'y a pas que le lauréat ou des films de Spielberg, il y a aussi d'autres séries en fait. Et donc après on passe vite à Tamara, on voit débarquer Tamara qui est en fait prof dans le lycée. Et qui devient donc Mademoiselle Jacobs. Et ensuite on enchaîne, on voit Joey dans une salle de classe qui est déjà installée, déjà blasée, et Jen se ramène, et en gros Joey elle aurait peut-être qu'une envie, c'est de la jeter quoi. Elle a pas trop envie de s'asseoir à côté d'elle, et Jen lui dit « Ah mais je suis trop contente, j'attendais que ça, un cours avec toi ». Et on voit que c'est clairement pas réciproque quoi. Elle est hyper froide. J'ai l'impression de revivre mes années lycée quand les filles étaient froides avec moi. Mais ça, c'est un autre débat. Donc... Et en fait, ça se clôture sur le Dawson qui fait du forcing. Donc, il se ramène dans la salle du prof de cinéma. Et il lui dit qu'il comprend pas, qu'il a pas pu s'inscrire à son cours. Et avec un peu un ton drama, alors qu'en fait, il n'y a pas mort d'homme, quoi. C'est juste un cours de cinoche, quoi. Et donc, le prof lui répond « Bah oui, bah c'est normal, je suppose que vous êtes en seconde. » Et il lui dit « Bah oui. » Et donc, en fait, c'est un cours qui est destiné prioritairement aux élèves de terminale. Et Dawson, il veut faire un scandale, c'est pas juste. Il va même jusqu'à dire qu'on empêche les étudiants de s'instruire.
Enfin, voilà. Et donc, on sent déjà que ça va coincer. Et puis, enfin, oui, il y a un petit côté arrogant, impertinent, mais toujours bon chic, bon genre à la Dawson. Enfin, Dawson se rebelle raté, quoi, un peu. En tout cas, il lâche pas l'affaire et il utilise un max d'arguments pour essayer de faire pencher la balance en sa faveur, mais ça ne marche pas. Le prof, en plus, il le fait maladroitement, quoi. Il lui dit, mais qui a mis en place cette règle à la con, en gros, de limiter au terminal? On pourrait croire qu'il est un peu anti-système, ouais, qu'il est un peu punk, comme justement la musique enfin, la chanson qu'on avait entendue en entrant dans le lycée. Mais non, en fait, ça reste Dawson, ce mec un peu plat, rêveur, qui va pas mener une révolution non plus, quoi. Enfin... On passe à ce que j'ai baptisé comme chapitre, les points sur les i. Jen demande à Joey si Dawson et elle sont ensemble et Joey balaye tout ça, vraiment d'un revers de la main. Toute idée tordue de la sorte, non mais t'es malade ou quoi, c'est mort. Jen souhaite que elle, Joey et Dawson soient tous amis. Moi quand j'ai vu ça, j'avais envie de lui dire mais calme-toi, ça fait même pas une semaine que t'es là meuf, tu veux déjà être amie avec tout le monde? Calme-toi, je sais pas, j'étais le seul à être choqué ou... Oui, c'est un peu surjoué là pour le coup, enfin, c'est pas super intéressant quoi. Ouais, après c'est l'introduction, il faut qu'ils soient amis pour qu'il y ait des interactions entre eux et qu'on... Voilà. Ça se justifie après, hein. D'ailleurs, c'est plutôt bien comment elles vont se rapprocher, Jen et Joey. D'ailleurs, Joey explique que tous les problèmes familiaux qui sont les siens, pour expliquer pourquoi la grand-mère de Jen n'aime pas Joey, justement. Donc un père dealer de marijuana, une sœur enceinte jusqu'au cou d'un homme noir, tout ça hors mariage. C'en est beaucoup trop pour mamie coincée. Joey fout un énorme coup de pression. Ensuite, dans la scène suivante, à Jen, en mode « Dawson te kiffe, meuf. Donc te fous pas de lui, sinon je te fume. » En gros, c'est ça, quoi. Et là, scène suivante... On arrive dans ce que on appelle une scène de complicité Jen Dawson et Joey en mode reine du soupir. On dirait Alex d'ailleurs. Donc Dawson et Jen et Joey sont tranquillos posés à la cantine ou au self ou au réfectoire comme diraient les plus anciens. Et Jen et Dawson se moquent un peu des profs en imaginant qu'ils aient une vie cachée quoi. Et dans cette scène en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette scène elle matérialise le fossé qu'il y a qui se creuse entre Joey et Dawson parce que Jen en fait est physiquement entre les deux et Joey est censé bosser avec Dawson mais Dawson la calcule pas, lui il est plutôt obsédé par le fait que Jen, j'ai envie que tu jettes un œil sur mes dialogues et tout pour mon court-métrage. Oui, bah c'est du coup, je pense, un truc assez positif de la série. Autant, enfin, on peut critiquer l'âge des acteurs et plein de choses, mais il y a ce qu'on a dit de positif, il y a de la bonne musique, et sur le placement des acteurs, la réflexion un peu quand même sur ce que veut dire l'image, ce qu'on voit en fait et ce que ça veut dire. Ce qu'on a dit au début, quand Dawson était dans le lit, en plein milieu du lit, et Joey était juste sur un côté. Là aussi, voilà, les personnages sont placés en disant, en fait, il y a un conflit, elle est entre les deux, et parce que ça l'embête, etc. Donc voilà. Concrètement, cette scène, elle sert qu'à ça, quoi. C'est vraiment une scène d'exposition pour dire, on voit Dawson et Jen qui se rapprochent et qui commencent à devenir plus confidents, et visuellement, on voit que ça embête Joey, elle se met au milieu. Quoi. En tout cas, sur un plan spatial, sur un plan géographique, les plans ne sont pas faits au hasard. Et ça, c'est super agréable dans la série. On passe à la troisième rencontre entre Tamara et Pacey. Oui, voilà. Et du coup, là, c'est Pacey qui revient à la charge pour draguer Tamara, du coup, qui lui reparle du film L'été 42, qui lui propose ce film-là. Donc encore un film où un jeune va voir une femme plus expérimentée. Et du coup, là, elle botte un peu en touche en disant non, en fait, ce qui m'intéresse finalement, c'était juste de voir un film. Hein. J'avais pas, même le lauréat n'était pas un choix. En tout cas, elle balaye cette idée-là de dire que le lauréat, je voulais juste voir un film, une comédie romantique. Et par contre, elle lui laisse sous-entendre qu'elle va au ciné et que s'il venait, c'était bien, quoi. Donc elle lui dit je vais au cinéma ce soir. Et c'est là où du coup commence la scène d'après. En fait, ça va enchaîner sur ça. C'est que du coup, Pacey va tout faire pour pouvoir aller au cinéma. C'est n'importe quoi. Là, c'est l'escalade. Il faut absolument que je sorte au même endroit que Mademoiselle Jacobs, que Tamara. Voilà. Et donc du coup, Pacey, il se dit je peux pas y aller tout seul parce que ça fait vraiment trop mort de faim. Ou Stalker. Voilà, donc je vais y aller avec mon meilleur pote, donc il faut qu'il convainque Dawson d'y aller. Pour convaincre Dawson d'y aller, il faut amener d'autres filles, en fait pour que ça fasse une sortie entre potes, et qu'en même temps, moi je puisse aller lourdement draguer ma prof. Du coup, Pacey essaye de convaincre Dawson ensuite essaye de convaincre Joey d'aller tous au cinéma, pour dire on fait une sortie tous ensemble, avec Jen. Mais après,
Est-ce que c'est si lourd que ça ce que fait Pacey? Parce qu'au final, il va seulement attraper des perches qu'on lui tend. Parce que, elle lui dit quand même où elle sera. Ça fait un peu faux rencard à demi arrangé quand même. Ah oui, elle le cherche. Alors après, on va voir quelle est sa réaction plus tard, mais elle le cherche clairement. Enfin, elle le chauffe à mort. Hein. T'as raison, Alex, le mot était peut-être maladroit. Je parle de lourdeur dans le sens, dans l'excitation, quoi. C'est too much, quoi. Mais après, à cet âge-là, ils sont borderline, quoi. Et puis, quel prof Voilà, irait exactement. proposer... c'est comme si... moi, je suis prof, c'est comme si je disais à mes élèves, bon, ce soir, je serai au Majestic pour tel film à telle heure. Non, mais ça va pas, quoi. C'est ce que j'allais rappeler à nos auditeurs. Tu es prof de métier, Alex, c'est pour ça. Clairement, effectivement, il s'excite beaucoup, mais a raison, quoi. Imagine, si on replace vraiment dans le contexte, il a 15 ans, et sa prof, qui vient en quasiment nuisette lui réserver Et des qui est films... une bombe atomique. Hein. Voilà, qui est une bombe, lui dit, en fait, je serai au cinéma, et grosso modo, si tu viens, ça serait pas mal. Et les films que je loue, c'est des films avec des jeunes hommes qui draguent des femmes plus âgées. À 15 ans, il t'en faut pas beaucoup plus pour te faire des films et du coup déplacer tous tes amis pour dire non mais j'ai peut-être un semblant d'opportunité pour me taper ma prof, donc venez. Parce qu'au final, elle fantasme aussi bien autant sur lui que lui sur elle. Parce que c'est elle qui tend les perches. Et oui, d'ailleurs, ça se retournera contre lui et contre elle un peu plus tard. Mhm. On en arrive à Jen qui se moque ouvertement de sa grand-mère avant sa sortie ciné. Donc on est chez Mamie Coincée qui demande à Jen de rentrer avant 22h parce qu'il faut pas déconner. Et en plus c'est une condition, ma petite Jen. Il faut aller à la messe le dimanche matin avec moi. Et là Jen dit que c'est mort, j'ai des convictions, respecte-les mamie. Et grand-mère lui dit ça te ferait du bien quand même vu ce qui s'est passé à New York. On revient sur ce dont Alex parlait tout à l'heure. Jen n'en ressent absolument pas le besoin. Mais elle reprend un coup de pression de sa grand-mère qui lui dit « T'es sous ma responsabilité, c'est comme ça et pas autrement ». Et là, Jen lâche son côté rebelle et dit à sa grand-mère « Ok, tu veux que je vienne à la messe ? Alors dis le mot, et c'est Franck qui va le dire. Il faudrait que tu dises un mot s'il te plaît. Il faut qu'elle dise le mot pénis. » Et là, mamie Coincée lui répond « Shame on you, honte à toi ma petite fille ». Jen lui dit « Je t'aime mamie, mais s'il te plaît, vis avec ton temps ». J'aime bien en fait cette confrontation de génération aussi, parce que clairement, des grands-parents des années 90 très pieux, très croyants, auraient pu aussi réagir comme ça. Quoi. Mais même ceux qui sont pas croyants auraient pu être clairement choqués. Moi, à l'époque, je me serais pas amusée à parler de ça avec mes grands-parents. Déjà, même pas avec mes parents, alors que mes grands-parents, c'était hors de question. Oui, moi, pareil, hein, je pense qu'il y a des sujets où tu aurais un peu de mal. En même temps, après, il faut placer dans le contexte, elle a 15 ans, qu'elle rentre à 22h, à 15 ans, bon, même si c'est une petite ville où tout va bien, Capside, là, mais bon, quand même, quoi. Bon, après, dans toutes les séries teenage US, on a l'impression qu'ils ont tous une vie nocturne, hein. Vampire ou pas vampire, le soir ils vont au cinéma, ils se font des diners, mais après, culturellement parlant, j'imagine que c'est mieux absorbé que chez nous. On prend la direction de chez Dawson avec le papa malaisant. Oui, avec la magnifique métaphore du chapeau. On a son père qui lui demande s'il a pensé au chapeau quand Dawson s'apprête à sortir. Et là, Dawson, scandalisé presque, lui demande « Mais t'es fou, il n'y a pas que ça qui compte. » Et c'est là qu'il dit le sexe ne devrait pas avoir une place omniprésente en général. Parce que si c'était le cas, Spielberg aurait pris aussi le parti pris de surexposer des scènes chaudes. Et là, du coup, il se dit, Spielberg, lui, il en abuse pas hein, des scènes de cul. Alors, du coup, on peut s'en passer. Mais du coup, encore une fois, il vit clairement dans un film à la Spielberg, quoi. Il est déconnecté de la réalité. Parce il semble être le seul à pas penser à ça. Parce que Joey, elle y pense, Pacey, il pense qu'à ça. Oui, puis ils sont censés avoir 15 ans, quoi. Je veux dire, à 15 ans, grosso modo... Tes seules pensées, c'est ça. Hein. Tu te rends compte que tu as un corps et, comme ils ont dit au début, que les filles ont de la poitrine et que les garçons ont des... ont les poils qui poussent. Voilà. Oui, et puis en plus, faut pas se leurrer, même si en tant qu'ado, on voulait pas forcément y penser, avec l'apparition des cours d'éducation sexuelle pour notre époque. Moi, je me souviens, en 5e, je me suis retrouvée avec une capote dans les mains... avec l'infirmière et toutes les filles de ma classe et je devais la mettre sur une banane, quoi.
en 5e, j'avais 12 ans. Alors forcément, même si je me souviens d'avoir été terriblement gênée parce que j'avais clairement pas l'âge pour faire une chose pareille. Et J'ai l'image en tête, c'est pas beau. Non, mais le fait de te faire ça, c'est chaud quand même. Le fait oui, de... en 5e. Mais en fait, je pense que on est vraiment une génération... on a été peut-être de manière maladroite initié à ces choses-là, alors qu'en fait, oui, il y a une manière de le faire, il y a un âge. C'est clair que ça rappelle cette époque-là. On enchaîne avec le lipstick pour Joey. Scène 100% mignonne, j'ai trouvé, franchement. Joey s'apprête à aller en soirée, mais sa sœur l'arrête pour la rendre un peu plus jolie en lui appliquant du rouge à lèvres. Et là, franchement, Katie Holmes, c'est tellement joli. Et quand elle se retourne vers sa sœur pour lui sourire, là, j'ai fondu, mais littéralement. Là, vous avez compris que j'étais en crush total sur Joey. Joséphine Potter, je t'aime. Bref, les 4 fantastiques sur la route du ciné. C'est ça, du coup là on retrouve les 4 nouveaux amis, parce que Jen n'est pas encore vraiment l'ami de tout le groupe, qui vont vers le ciné, et avec là du coup Joey qui devient extrêmement malaisante. Enfin, c'est sa jalousie qui, je pense, la pousse à faire ça, mais en demandant très frontalement à Jen si elle est déjà vierge, en disant que Dawson est déjà puceau et que du coup ça ferait un couple assez rigolo. C'est très gênant pour tout le monde, pour le spectateur. Ah ouais, c'est clair. Non mais déjà que rien que quand Jen demande la couleur du rouge à lèvres et que Joey l'envoie chier en lui disant rouge pourri, enfin c'est... En même temps, elle était pas très à l'aise avec le rouge à lèvres, c'était pas son initiative à elle, et du coup, je pense qu'elle assume pas vraiment. Enfin, après, il faut savoir ce que c'est d'être une jeune ado et de sortir pour la première fois avec du maquillage. C'est vrai que ça fait bizarre. Et du coup, je pense qu'elle assume pas totalement, qu'elle est un peu gênée par rapport à ça, et que quelqu'un pointe du doigt, tu vois, ce nouveau petit détail make-up. Je pense qu'elle se sent un peu gênée, et sa réaction, c'est pas forcément... c'est aussi de la gêne par rapport à une timidité, par rapport à sa féminité qui n'est pas encore tout à fait assumée. Et en gros, oui, c'est Exact. genre mêle-toi de tes fesses. Et c'est un personnage qui justement n'est pas sexualisé, hein, qui reste assez neutre dans sa façon de s'habiller, sa façon de se tenir. Elle est jamais dans un rapport de séduction. Donc c'est clair que ajouter ce détail-là qui la rend un peu plus charmante change la donne. Mais est-ce que ça la rend vraiment plus charmante ? C'est vraiment une question à se poser, ça. Bah écoute, hein, tu m'en veux pas, j'avais 15 ans, voilà quoi. Alors, Non, mais surtout qu'en plus, pour revenir à la scène que toi tu as surkiffé, Junior, sa sœur lui dit que toutes les 30 minutes, elle doit s'éclipser pour aller s'en remettre. Là, c'est too much, quoi. Quand t'as 15 ans, tu penses pas à ça, t'en as rien à foutre, en fait. en tout cas, ce que vient de nous décrire Franck, c'était malaisant, quoi. Hein, décidément, on en aura fait des scènes malaisantes ensemble, Franck. Oui, j'ai peur que ça ne soit pas fini. Tu es cinglé? C'est quoi ton Mon problème? problème, c'est que depuis que Mademoiselle Cheveux éclaircie est arrivée, tu ne me parles Tu plus. dis n'importe quoi et tu le sais très bien. Tout ce que je sais, c'est que depuis que cette fille est là, tu ne t'intéresses plus à personne, tu mais n'as qu'est-ce que pour Je la elle. trouve sympa, j'ai le droit. Si tu étais une véritable amie, tu serais un peu plus Oh, compréhensive. mais je suis compréhensive. J'en ai marre de tout comprendre. Je fais que ça pour toi. Joey, Toi, tu ne fais aucun effort, Dawson. Tu n'es même plus capable de voir la réalité, de dire qui a tort ou qui a raison. mais de quoi est-ce que tu parles? De ta vie. Tu vis un conte de fées et tu ne le sais pas. En fait, tu es à la recherche de conflits pour les besoins de ton film. Le cinéma, c'est pas la vie. Il est temps de grandir. On passe au triangle amoureux. Oui, on est dans la salle de cinéma. Oui, alors là, donc, les amis s'installent. Rapidement, Pacey disparaît. Il va aller rejoindre sa prof pour aller dragouiller un peu. Joey, elle est clairement embarrassée quand elle voit Pacey se lever parce qu'elle se dit « Oh non, mon Dieu, je vais tenir la chandelle » et on voit qu'elle essaye de se recroqueviller au fin fond de son fauteuil et elle regarde discrètement ce qui se passe à côté et puis les autres essayent de se chercher, il y a les mains qui s'effleurent, etc. etc. Et il y a clairement un rapprochement entre Jane et Dawson. Et donc, à partir de là, Joey, elle va un peu commencer à craquer et elle va balancer des trucs moyennement corrects à Jane. Et puis là, Dawson va clairement se fâcher et la sortir du cinéma pour aller s'expliquer. Et donc, la grosse dispute dans le hall du cinéma. Et c'est là que Joey lui claque que non, le cinéma, c'est pas la vie et il est temps de grandir.
Et oui, le fameux syndrome de Peter Pan qui est mis en lumière et qui revient plusieurs fois d'ailleurs dans le pilote. Il y a toujours ce souci comment dire, d'ouvrir un peu les yeux de Dawson, quoi. Le faire sortir de sa bulle. Parce qu'en fait, Dawson, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa bulle quelque part. Ah oui, bah c'est ce qu'on disait, c'est que il a une vie parfaite et lui il vit un conte de fées, pour lui il vit un film de Spielberg où tout va bien. Ouais, c'est un grand naïf, quoi. Et là, scène suivante, on a Pacey qui drague lourdement Tamara, donc qui la rejoint dans la salle de cinéma. Et là, Benji, l'ami de Tamara, arrive et demande s'il y a un souci. Pacey pensait en fait qu'elle était toute seule, hein. Du coup il s'est auto-invité à côté d'elle, quoi. Tamara le recadre en lui disant non, j'ai juste voulu louer un film au vidéoclub, calme-toi. Benji se prend pour un videur en disant, donc l'ami de Tamara, il va trouver une place ailleurs. Pacey se débat, fait tomber le popcorn sur un mec derrière lui et bim, coup de poing dans la tronche de Pacey en réponse au popcorn renversé. C'est un peu naze comme rebondissement, j'ai trouvé. Ouais, ça fait presque Charlie Chaplin, quoi. C'est un peu burlesque, hein. Ça rend un peu flou les intentions de Tamara, du coup. On ne sait pas si vraiment elle le draguait, est-ce que c'était juste de la pure drague pour draguer un petit jeune? Est-ce qu'elle était vraiment intéressée par lui? Ou est-ce qu'en fait elle a juste été naïve? Mais c'est quand même assez surprenant de découvrir qu'elle est accompagnée. Et c'est pas le... On est d'accord que l'accompagnateur, c'est le prof de ciné? Non, je crois pas. J'avais l'impression que c'était le même gars, non, en fait. je dois avouer que j'ai non. pas relevé, mais je crois pas. Je crois pas. Là, on passe, au règlement de compte entre Dawson et Joey. Bah, c'est ce qu'elle a expliqué. Ouais. Du coup, elle a déjà expliqué. Tu l'as merde, fait je avant. l'ai fait avant, ouais. Parce que c'était la continuité Du de la triangle scène. amoureux, ok, c'est pas grave, y a pas de souci. On est quasi à la fin. Donc Dawson raccompagne Jen devant chez elle. Jen culpabilise à mort pour la soirée qui a mal tourné, mais Dawson la rassure en disant que c'est lui le loser, quoi. Il la complimente. Elle a passé une bonne soirée, mais Mamie Coin s'éveille au grain et Jen la joue comme si ils se sont embrassés. Ouais, scène. Ouais, ça manquait de réalisme, là, quand même. Oui. Ouais, ça montre peut-être que Jen, en fait, elle est peut-être pas si rebelle que ça. Elle va pas embrasser Dawson de suite, même si elle a l'air intéressée. Enfin, voilà. Elle l'embrasse pas de suite, quoi. Elle veut prendre le temps parce qu'elle sent que c'est un mec bien aussi, peut-être. Ou alors elle était vraiment gênée que la grand-mère mate et puis elle s'était dit que pour la journée elle avait fait assez de provoque. Oui, parce qu'elle aurait pu clairement provoquer sa grand-mère en embrassant un garçon sous le porche le premier soir où elle sort, quoi. Ouais, C'était un peu violent pour la grand-mère. Elle n'a pas voulu en rajouter une couche. Là, on rejoint Pacey et Mademoiselle Jacobs qui se retrouvent en bord de mer. Voilà, en fait, du coup, on voit Pacey qui est en train de rentrer tout penaud et avec un œil au beurre noir et qui est rattrapé par Tamara. Et grosso modo, dans cette scène, c'est une mise au clair de ce qui s'est passé. Elle essaye de s'excuser et Pacey fait un monologue encore de manière bien trop éclairée pour un jeune de son âge, mais sur ce qui vient de se passer et sur le fait qu'elle joue avec lui parce qu'elle a 30 ans et qu'elle veut se rassurer. Donc il met clairement, encore une fois, les points sur les i. Et sa réponse, a priori, ça l'a touché, ce monologue, et elle l'embrasse. Et elle le regrette de suite après, dire en fait, je peux pas faire ça, c'est pas bien de faire ça. Mais mine de rien, ils sont quand même embrassés. Wow. Pour l'Amérique puritaine, quand même, montrer dans une série des années 90 une femme de quasi 40 ans qui embrasse un gamin de 15 ans, waouh, la claque dans la tronche, quoi. Par contre, pour tous les gamins de 15 ans, c'est un fantasme ultime, quoi. Ça, c'est clair. On poursuit avec Joey qui est planqué, mais ça, Dawson l'ignore. Oui, elle est planquée dans son placard. Et c'est là que du coup, il y a encore une mise au point entre les deux. Dawson va avouer que sa vie à lui est parfaite et que il comprend en fait son point de vue à elle. Cette dispute est moins violente que celle précédente dans le hall du cinéma. Et c'est là en fait qu'il y a une différence entre la VO et la VF. Hashtag malaise. Donc en VO, elle lui demande carrément à la fin, juste avant de sortir par la fenêtre, elle lui demande, si on traduit littéralement, elle lui demande combien de fois par semaine ou par jour il promène son chien. Le truc, c'est que promener son chien, c'est une métaphore pour la masturbation. To walk the dog. Et alors du coup, Dawson, il est clairement choqué, voilà. Sauf qu'en français, ils ont remplacé ça par... elle lui demande, est-ce que ça m'irait si je m'éclaircis les cheveux comme Jane? Et du coup, Dawson, il a l'air choqué de ce truc-là, mais en français, on se dit, mais pourquoi il est choqué comme ça? Et voilà, et c'est complètement ridicule. Alors, sachant qu'en fait, à la base, la vraie réplique, déjà en anglais, ça devait être le mot masturber, qui a été censuré.
parce que déjà ils avaient perdu des sponsors, etc. Donc il fallait vraiment réécrire le truc. Et en France, ils ont carrément dit non, mais ni question ni de sortir son chien, on laisse ça bien à sa place. Mais en même temps, comme on était parti sur l'embrouille avec le rouge à lèvres, l'autre qui dit et toi ton shampoing, gna gna, et l'autre qui dit c'est juste un shampoing éclaircissant, rebondir là-dessus, ouais, bof, mais ça marche quand même. Parce que j'ai quand même été surprise du décalage entre la VO et la VF. Dans la logique de traduction, ça va en fait. Mais après, le fait qu'ils aient changé complètement, pour pas dire de termes vulgaires à la télé, mais du coup, dans leur logique de traduction, ils arrivent à rebondir sur un truc qui, en fait, on a déjà parlé de ça. Et, oui. Et finalement, tu t'aimes Jen en fait parce que elle est blonde et que moi je suis brune, quoi. Et donc du coup, c'est mais la réaction voilà. de Dawson en français, ça passe pas, c'est clairement démesuré parce qu'il est en mode. Oh, il est choqué, il y a un grand silence. Hein. Oui, et puis il y a un gros plan sur sa tête à ce moment-là. Ouais. Et il lui dit bonne nuit, Joey. En gros, il la dégage. En gros, il lui dit. Enfin, du coup, la version américaine, ça serait genre bonne nuit en mode non, mais là, t'es trop grossière, ça te ressemble pas. T'es fatigué, va te coucher. Enfin, tu m'as vexé, parce que c'est peut-être vexant aussi pour lui de savoir qu'elle s'intéresse à ces choses-là. Enfin, c'est trop intime et perso. Et donc, elle prend la fuite, elle pleure. Et elle commence, donc elle s'installe dans sa barque. Et donc, la version originale en anglais, c'est « Il lui répond » tous les matins en regardant le poster de je sais plus quelle actrice. Katie Couric. En fait, Katie Couric est une animatrice, une journaliste de télévision qui est très célèbre aux États-Unis. Oui. Et alors du coup, elle se met à se marrer et en pleurant. Et du coup, c'est clairement plus mignon en anglais. Parce que du coup, lui, il se rend compte qu'en fait, il a mal réagi en la foutant dehors. Et il lui répond quand même, et du coup ça crée quand même une complicité, ils sont quand même meilleurs potes pour parler de ces choses-là. Mais en français ça fait genre, il lui crie par la fenêtre, oui non mais même si t'avais les cheveux rouges, je t'aimerais quand même. Ce qui est moins fun en français. Mais bon. Et le sourire de Joey illumine, je trouve qu'elle le joue extrêmement bien, Katie Holmes, la réaction. On n'est pas encore tout à fait à la fin. Oui. Le pilote il s'arrête pas là. Donc là, en riant et en pleurant en même temps, elle entend un bruit de portière ou de moteur de voiture, et elle voit la mère de Dawson embrasser son collègue. Oh, je suis choquée. Je vais pas m'en remettre. Alors que Joey était la dernière personne à pouvoir imaginer un truc pareil, et c'est elle qui les prend en flag. C'est la fin de la vie parfaite de Dawson. Ouais, mais carrément, oui. Ouh, c'est pas bien ça. Et oui, en effet, hein, une bonne grosse pelle à laquelle assiste Joey. Et d'ailleurs, j'adore la chanson de fin que je vais vous mettre là juste avant la notation. Il s'agit du groupe Les Pretenders, I'll Stand By You, qui est magnifique. Oh, why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Joey! You confess. Usually in the morning with Katie Couric. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. C'est la fin du pilote de Dawson sur cette mine choquée de Joey. Allez, on en arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. C'est comme à l'école, dans un conseil de classe. Après tout ce qu'on a dit sur le pilote de Dawson, je vais vous écouter pour votre note et la justification de celle-ci. Je vais juste vous rappeler la note de la série qui est en tête. C'est Fleabag avec 7,71 sur 10. On va voir si Dawson va réussir à détrôner Fleabag. Je rappelle l'échelle de notation d'ailleurs. 10 parfait,
d'où le nom de ce podcast. 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 bon, 6 satisfaisant, 5 moyen, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible. Je rappelle que vous pouvez mettre des notes en et demi avec des décimales. Bref, Alex, tu as un coef 3. Quelle note donnes-tu à ce pilote de Dawson ? Moi, je mettrais... Enfin, j'hésite, hein. Entre 5 et 6, du coup, je vais être tentée de mettre 5,5. C'est pas une bonne note, ça. Pourquoi 5,5 ? Alors, parce que... Entre moyen et satisfaisant. Parce qu'à l'époque, alors que ça me concernait, que j'avais l'âge des personnages, etc., j'étais censée être à fond. Or, je l'étais pas. Donc déjà, là, ça fait baisser la note. Et puis parce que par la suite, alors que je n'étais pour le coup plus du tout, ou presque plus concernée, j'ai vu d'autres séries teenage qui étaient bien meilleures. Dans la dynamique du truc, dans le... T'as des Mais exemples ? en même temps, des exemples... pour le coup, dans le mode un peu rétro qui nous replonge légèrement dans les années 90, j'ai vu les débuts de Riverdale, qui était très agaçant, mais qui au final, ça devient addictif, tu vois. Alors après, je sais pas aussi si c'est le nouveau mode de regarder les séries qui fait que, à l'époque, vu que je ratais un truc et du coup je me disais c'est râpé quoi, clairement. Tant pis pour toi. Alors que là aujourd'hui avec les plateformes, tu le regardes quand tu veux, tu peux tout te taper en une soirée ou 2 ou 3 ou sur la semaine, enfin ça dépend combien il y a de saisons. Mais du coup tu suis mieux le truc quoi. 5,5. Oui, mais en même temps, presque 6 parce que ça a quand même inspiré d'autres séries après. Et que pour une fois, il n'était pas question d'ados fils de riches, prétentieux, etc. On était quand même chez des... Même s'ils ne faisaient pas leur âge, etc. Pour les milieux sociaux, on était quand même bien représentatif du réel, quoi. En tout cas, elle a sa singularité d'avoir fait parler des ados comme des adultes, et puis sans elle, on n'aurait pas eu Newport Beach, donc The aussi, on n'aurait pas eu les frères Scott, One Tree Hill, donc elle a quand même amené aussi beaucoup dans le teen drama, forcément. Oui, c'était quand même de la fraîcheur, puisqu'on parlait un peu plus ouvertement de sexe. N'oublions pas le premier baiser homosexuel dans une série télé diffusée en prime time. C'était avec le personnage de Jack. De Jack, oui. Kerr Smith. Donc on dénonçait quand même pas mal de choses, le racisme, l'homophobie, aussi peut-être le harcèlement scolaire, hein, finalement, pour Pacey. L'alcoolisme aussi. L'alcoolisme, la drogue, oui. Donc voilà, on aura bien compris 5,5, donc entre moyen et satisfaisant pour Alex. Franck, ta note, s'il te plaît, sur Dawson. C'est pas facile, hein. Mais ouais, j'ai du mal aussi à déterminer note. Mais du coup, je pense que je vais être bien plus généreux. Expliquer pourquoi j'ai envie de mettre 7. Ok. Alors, pourquoi ? Parce que il y a clairement des points de nostalgie. Ça gagne beaucoup. Moi, j'ai regardé, du coup, comme je disais au début, donc il y a 20 ans déjà. Et en regardant ce pilote là, ça m'a replongé il y a 20 ans en fait. Et j'aimais moi déjà il y a 20 ans en fait. J'ai pas tout regardé, mais j'avais aimé il y a 20 ans. Et j'aime beaucoup Spielberg. Enfin, c'était clairement facile en fait de s'identifier à Dawson. En tout cas sur la partie Spielberg à ce moment-là. Après, je trouve les musiques super cool. La réal, on en a un peu parlé, est quand même assez sympa. Bon alors après l'image souffre parce qu'elle date d'il y a 20 ans, mais ce qu'on a dit, les cadrages, le positionnement des personnages dans l'espace et tout, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et il y a, comme on a dit, le fait que ça soit une série qui ait ouvert la voie pour plein d'autres séries. Enfin, clairement, c'est une série culte, donc elle a obtenu ce statut pour une certaine raison. Et après, sinon, il y a des trucs qui sont mauvais. Enfin, ce que j'ai déjà dit, les acteurs qui ont 20 ans, voire plus, qui jouent des jeunes de 15 ans. Le fait qu'ils soient beaucoup trop intelligents... pour leur âge et qu'ils aient des réflexions de personnes de 30 voire de 50 ans en fait sur leur vie et sur ce qu'ils sont en train de vivre, etc. Tu parles de Robert le psychologue, donc 55 ans, qui a écrit les dialogues. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a clairement des points nostalgiques qui lui font gravir plus d'échelons. Ok, donc 7 pour toi, c'est un bon pilote. Haha. Ça me donne envie de voir la suite en fait.
Franchement, là, en revoyant, j'avais envie de voir la suite. C'est toujours la question qu'on doit avoir d'ailleurs quand on attribue des notes. Est-ce qu'on a envie ou non de voir la suite? Est-ce que les personnages sont suffisamment bien caractérisés? Est-ce qu'on comprend bien les enjeux? Comment ça peut se dessiner aussi? Je trouve que c'est le cas aussi, Franck, je te rejoins un peu. Mais je vais noter un tout petit peu en dessous, je vais mettre 6,5 entre satisfaisant et bon, parce que je trouve qu'il joue bien. Et ça, on l'a pas assez dit, je pense, mais il joue bien. Il se démerde pas mal. Dawson, c'est pas l'acteur du siècle, ça l'a jamais été, James Van Der Beek. Ah bah non, d'ailleurs, il a fait que ça. Oui, et puis c'est devenu un mème, quand il s'est effondré un jour, il pleurait, c'est devenu un gif. Bon, voilà. Mais je trouve que Katie Holmes et Michelle Williams s'en sortent pas mal du tout, tout comme Joshua Jackson d'ailleurs, qui continue aujourd'hui sa carrière. Et les enjeux sont bien posés. Malheureusement, ce qui fait baisser la note, il y a trop de scènes, quoi. On a dénombré plus d'une 30aine de scènes très courtes, c'est très cut comme montage, c'est pas toujours bien amené, c'est pas toujours à propos en fait, c'est pas toujours pertinent et ça fait pour moi baisser un peu la note. Mais par rapport à tous les pilotes qu'on a pu traiter jusque-là, c'est moins fort, même si c'est pas le même genre, je sais, c'est pas le même format, c'est pas le même style, c'est pas la même époque. Mais en termes de note globale, je mettrais juste un 6,5, c'est moins fort qu'Atypical ou Fleabag, peut-être aussi parce qu'elle est plus ancienne. Donc 6,5. On a fait le tour. Du coup, on en arrive à... Ah oui, il faut que je donne l'essentiel, moi, la note. Voilà, quelle est la note globale? La note globale. Allez, sors ta calculette. Allez, on divise. C'est une note juste au-dessus de la moyenne. 6,21 pour Dawson, c'est le à cause pilote de moi, Dawson. ça. Ah bah ouais, tu fais baisser la moyenne, c'est forcément. 6,21, donc Dawson se classe en 3e position. Un pilote presque parfait, c'est déjà fini. Je tiens à remercier mes camarades du jour. Déjà un grand merci à Franck. On te retrouve prochainement dans un nouvel épisode. Allez l'écouter sur ses projets Screen Memories, dans lesquels il parle de culture pop avec son frère. Je vous invite vraiment à le faire. Merci Franck, à bientôt. Merci de m'avoir invité et du coup, à bientôt. Et un grand merci aussi à Alex qu'on entendra prochainement dans la saison des séries. Merci à toi. Alors cette première Bah écoute, c'est sympa, ça fait toujours aussi plaisir de venir dans tes podcasts, Junior. Merci beaucoup Alex, à très bientôt. N'oubliez pas bien sûr de nous suivre sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter et sur Instagram, c'est la saison des séries. Je vous invite également à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur vos plateformes streaming préférées, ça peut être Apple Podcast ou Podcast Addict. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao. Just makes me wonder what all this is. Suits of armor, hearts and